Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'Info. On débute avec cet espoir pour la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le tribunal de commerce a tranché en liquidation judiciaire. La société Pêcheurs du Nord sera reprise par une société d'économie mixte composée notamment de la mairie de Miquelon-Langlade. 15 des 16 emplois de l'entreprise sont sauvés. Et dans l'affaire des airbags explosifs, des familles de victimes guadeloupéennes ont initié une action collective en justice. Les campagnes de rappel des constructeurs automobiles sont pointées du doigt. Alexandre Auda. Au total, ce sont pas moins de 9 parties civiles qui entendent bien obtenir justice. Parmi elles, des familles endeuillées ou des personnes ayant été sévèrement blessées et présentant de lourdes séquelles. 6 d'entre elles seront représentées par le cabinet Copet spécialisé en dommages corporels. 2 victimes et 4 blessés qui espèrent que lumière soit faite. Tous ces gens qui ont souffert ont droit à la vérité. C'est notre premier combat. Ils ont droit à la vérité, ça ne leur rendra pas ce qu'ils ont perdu, mais ça leur laissera au moins le goût d'avoir été respectés dans leur dignité d'individu, dans leur peine, et que leurs proches ou que ce qu'ils ont perdu en termes d'intégrité n'a pas été perdu, j'ai envie de dire, dans le silence ou dans l'indifférence. Et ça, c'est très important, et c'est la première démarche. Une affaire qui revient sur les devants de la scène après les 2 décès coup sur coup les 14 et 16 mai derniers, dans des circonstances similaires. Les 2 véhicules des victimes détenaient des airbags fabriqués par la même firme japonaise, qui serait également derrière la conception d'airbags de près de 4000 voitures en Guadeloupe. Une situation d'une extrême gravité selon l'avocat, qui attend aujourd'hui une véritable investigation. Aujourd'hui, ce qu'elles attendent, c'est qu'une instruction soit ouverte, qu'une enquête soit confiée à un magistrat unique, qui pourra recevoir toutes les plaintes des victimes, qui pourra instruire l'affaire, qui pourra mener des investigations compliquées auxquelles elles pourront participer en tant que partie civile, car il y a un besoin de vérité qui est énorme. Quand vous perdez votre enfant parce qu'un airbag a été défectueux et qu'il a reçu un projectile en pleine face, on veut savoir comment c'est possible en 2023. Une enquête dont le lancement pourrait être décidé par le procureur général et les 2 procureurs de la République qui déclineront leurs orientations judiciaires. Conférence de presse du procureur de la République aujourd'hui donc. Donner la parole aux victimes d'inceste. Chaque année en France, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles est à La Réunion pour recueillir des témoignages et ils sont nombreux. Laurent Figon, Alex Catherine. Ce sont des histoires intimes comme celle que vit Désirée. Sa fille, âgée de 7 ans, lui confirme ce qu'elle a appris du directeur de l'école. Elle a été violée. Elle avait peur de me parler. Et ensuite, c'est venu petit à petit, elle me raconte ce qu'il lui a fait, en petite partie, on va dire. Et le chantage qu'il lui disait, déjà qu'elle me dit, ça a commencé, je devais avoir 6-7 ans, sachant que déjà elle n'a même pas la notion de son âge, parce qu'elle connaît déjà même pas la notion du bien et du mal, même pas de son âge. Et ensuite je lui dis, pourquoi tu m'as pas dit? Elle me dit, j'avais peur de ta réaction. Je me dis, pourquoi tu avais peur de ma réaction? Parce qu'il me disait que si je raconte à quelqu'un, on aurait des problèmes et moi j'aurais plein de problèmes. Je me dis, non, les problèmes c'est pas pour toi, les problèmes c'est pour lui. Elle est suivie par des associations de victimes comme MeToo 974, mais regrette que les institutions ne suivent pas. Elle était vue au CMPA, on donne 3 rendez-vous, on me dit c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Au service victimologie, pour celle qui a subi un viol. 3 rendez-vous, c'est fini. Il manque un suivi de psychotrauma pour les familles. Les victimes racontent comment, des années plus tard, elles voient leur monde s'effondrer. Perte de confiance en soi, envers les autres, et la peur de ne pas être reconnues victimes par la société. Elles en appellent aux politiques. Il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est certainement pas assez. Quand on entend aujourd'hui ces victimes témoigner, on se dit qu'il y a encore des choses à faire au niveau de l'information notamment, mais aussi au niveau de la justice pour que ces peines soient plus sévèrement punies. La Ciivise a déjà recueilli 25 000 témoignages, 9 000 questionnaires ont été traités, un travail de longue haleine. On ne parle pas d'un souvenir qui est loin dans le passé, on parle de quelque chose qui est toujours du présent. Et ces personnes, ces femmes, ces hommes, on dit « je revois ces scènes », on dit « ce sont des odeurs, ce sont des touchés qui font que c'est toujours du présent ». Tout l'objet de la Ciivise, c'est de s'appuyer sur cette parole, sur cette réalité, pour construire des politiques publiques.
La prochaine et dernière réunion publique se tiendra demain de 15h à 17h au campus professionnel rue du Père-Lafosse à Saint-Pierre. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, est en Martinique depuis hier. Il a rencontré le président de la collectivité territoriale, Serge Letchimy, très remonté. Il accuse le gouvernement de vouloir privatiser le grand port maritime. Il dénonce une présidence imposée de Paris ainsi qu'une attitude néocoloniale et une posture inacceptable. Jean-François Carenco a annoncé 4 mesures contre la pollution au chlordécone. Les marins-pêcheurs et les éleveurs verront l'obtention des aides financières simplifiées, la prise en charge par l'État du surcoût du traitement de l'eau polluée et l'augmentation des moyens attribués à la recherche. Et le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par le pesticide s'insurge. Pour l'association, les consignes de l'ARS pour un traitement simplement diététique relèvent de la non-assistance à personne en danger. Cyriaque Sommier, Fabienne Léonce et Marc-François Calmeau. Plus de 9 microgrammes de chlordécone par litre de sang, soit près de 23 fois la dose maximale admise par les autorités de santé. Si Léonide présente une telle concentration de pesticides dans son organisme, c'est notamment parce que, comme ses sœurs, elle travaille dans la banane depuis maintenant 29 ans. Toutes ont été testées et toutes dépassent largement la valeur de référence de 0,4 microgrammes par litre. Pour l'instant, les seuls conseils livrés aux personnes intoxiquées renvoient à la consultation d'un diététicien ou d'un nutritionniste afin d'adapter leur alimentation et de faire ainsi diminuer leur taux de contamination. Il n'est donc pas réellement question de prise en charge médicale. Là, le collectif se lève et dit aux ouvriers agricoles qui se font tester sur leur habitation et qui ont un taux de chlordécone très élevé, de ne pas aller voir un nutritionniste parce que cet argent va sortir de leur poche. Ce sera à eux de payer le nutritionniste. Il y a un centre spécialisé au CHU qui est dédié à ceux qui ont du poison dans le sang. Au CHU, le Centre régional de pathologies professionnelles et environnementales propose effectivement une prise en charge complète, multidisciplinaire des personnes contaminées. Il s'agit d'évaluer précisément leur état de santé et de dépister d'éventuelles pathologies consécutives d'une exposition importante et prolongée à la chlordécone. Ce service est dirigé par le professeur Dabord Rézière. Ce toxicologue à la réputation internationale a bien du mal à comprendre pourquoi, lorsqu'il s'agit de prendre en charge des personnes exposées, les autorités sanitaires privilégient autant l'aspect nutritionnel au détriment de la dimension médicale. En toxicologie, on ne peut pas parler d'un taux, d'une substance et d'assiette. Et on vous dit de ne pas manger ce que vous avez l'habitude de manger et c'est tout. Non, les dégâts sont déjà là peut-être. Le taux maximal qu'on a vu, nous, dans la consultation, c'est 11,06. Il y avait 35 hommes, 65 femmes, il y avait plus de femmes. Et des ouvriers agricoles, c'était 50, la moitié. 50% c'était des ouvriers agricoles. Donc, on voit vraiment que le problème est chez ces 3200 ouvriers agricoles. Ce n'est donc pas un hasard si depuis le début de l'année, l'Agence régionale de santé organise des dépistages directement sur les exploitations agricoles. Environ un quart des quelques 700 personnes ainsi testées présentaient des taux de contamination supérieurs à 0,4, mais une trentaine seulement s'est vue contactée par un médecin. Fin de ce journal, on se quitte langoureusement sur ces images du concours, le Heiva des écoles de danse à Tahiti, un événement culturel incontournable en Polynésie. Merci de votre attention, à demain. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.